Dans quel état est l'économie russe après 3 ans de guerre et de sanctions? Dernière sanction en date, c'était le 20 mai dernier, 17e paquet de l'Union européenne qui ciblait notamment la flotte de navires fantômes. Adina Revol, bonjour. Vous êtes l'ancienne porte-parole de la Commission européenne en France. Vous êtes auteur de Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen. C'est chez Odile Jacob. Certains experts estiment que l'économie russe est en surchauffe, d'autres qu'elle est sous perfusion. Qu'est-ce qu'il faut regarder comme indicateur dans l'économie russe pour voir dans quel état elle est? Je crois qu'il faut regarder le fait que l'économie russe dépend aujourd'hui plus que jamais de l'effort de guerre et puis de ses entrées d'énergie fossile. Et une économie qui est transformée en économie de guerre ne produit pas de vraies richesses, puisque la seule richesse qu'elle produit, c'est des canons qui sont utilisés sous le front ukrainien. On voit bien que le fonds souverain russe, il est en perte de vitesse. Vladimir Poutine utilise justement ses économies pour payer les soldats qu'il envoie en chair à canon sous le front ukrainien. Et puis au niveau des entrées des énergies fossiles, en 2024, ce qui est intéressant, c'est que les importations ont baissé, mais les rentrées qui sont utilisées pour financer l'effort de guerre ont augmenté parce qu'il y a eu une augmentation du prix du pétrole. Et puis, il y a eu aussi également une utilisation de la flotte fantôme. Ce qui veut dire, avec les prix du pétrole qui ont quand même très largement baissé là, depuis le début de l'année, oui. Depuis le début de l'année, que ça va devenir compliqué. C'est une excellente nouvelle. Justement, c'est une excellente nouvelle. Parce pour que, nous, pour eux, beaucoup moins. Pour eux, beaucoup moins, parce qu'en fait, pour assécher finalement l'économie russe et donc l'effort de guerre de Vladimir Poutine, il faut qu'il n'y ait plus de rentrée pour les énergies fossiles. L'année dernière, je rappelle qu'il a engrangé 117 milliards d'euros rien que pour les exportations de pétrole, qui en fait, elles sont capées pour le marché mondial, mais l'Inde et la Chine achètent néanmoins des quantités importantes. Et puis, il y a aussi un contournement des sanctions avec cette flotte fantôme qui fait que les prix baisse en fait, mais néanmoins il arrive à vendre des quantités importantes. Notamment à l'Inde et à la Chine. Caroline. Mais pour résumer cette situation, aujourd'hui, on peut parler d'économie toujours résiliente au vu du contexte ou d'une économie déclinante? Je crois que c'est une économie déclinante puisque les indicateurs sont dans le rouge, l'inflation est forte, le déficit il est aussi projeté à 2%, mais en fait, il n'y a pas de vraie transparence sur l'économie russe. Donc, on parle potentiellement de déficit à 4%, puisqu'il y a des dépenses cachées. Et on sait bien que le Kremlin n'a pas le sens de la transparence. Et puis, le fonds souverain russe, en fait, aujourd'hui, il est asséché parce que Vladimir Poutine utilise justement ses réserves pour financer son effort de guerre. Et puis, dernière chose, c'est que les avoirs de la Banque centrale sont gelés dans l'Union européenne, les fameux 300 milliards d'euros. Donc ça, Vladimir Poutine n'a pas accès à cette manne financière. Et quand on entendait Bruno Le Maire au tout début de la guerre, l'ancien ministre de l'économie, dire en France, on va faire une guerre économique, ça va fonctionner, on va mettre l'économie russe à plat. Est-ce qu'on peut dire, 3 ans plus tard, que ça a fonctionné ? Bruno Le Maire a eu beaucoup de formules, mais en fait, on sait très bien que les sanctions n'ont jamais fait gagner une guerre. En fait, ce qui a bien marché, c'est que même si on est toujours un peu dépendant du gaz russe, mais on a fini avec une dépendance sur le pétrole. Sur le gaz, en fait. On est passé de 45% des importations à 19%. Et puis, d'ici la fin de l'année, on va encore baisser davantage. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour nos économies parce qu'on n'est plus chantageable de la part de Vladimir Poutine. Mais effectivement, ça a eu des conséquences. Et Vladimir Poutine, ce qu'il a réussi, c'est qu'il a transformé, mais il n'a pas eu de choix, il a transformé son économie en industrie de guerre. Mais ça, en fait, ça n'enrichit pas une économie, en fait. C'est juste pour financer la guerre en Ukraine. Caroline. Quelles sont les alternatives pour la Russie si elle veut demain diversifier son économie? Si la guerre s'arrête, il y a toujours une dépendance aux matières premières. Que fait la Russie? L'économie russe, même avant la guerre, elle était une économie indépendante. Et d'ailleurs, l'économie russe, c'est une économie, je dirais, très dépendante de la bonne volonté du Kremlin. Donc, il n'y a pas de vraie
fonctionnement démocratique dans cette économie russe. Donc, je dirais que aujourd'hui, si on regarde le défilé du 9 mai sur la place rouge, on voit très bien que la Russie est une vassale aujourd'hui de la Chine, parce qu'elle n'a plus le marché européen pour exporter son gaz. Donc aujourd'hui, elle dépend de la bonne volonté de la Chine. Et la Chine, je dirais qu'elle négocie beaucoup plus que les Européens pour tous ses achats. Mais Adina Rawal, quand on vous entend, on n'a pas beaucoup d'espoir sur une paix potentielle. C'est-à-dire qu'on se dit que ça n'est pas possible, ne serait-ce que sur le plan économique. La paix doit venir du Kremlin, parce que c'est Vladimir Poutine qui a lancé cette guerre. Donc en fait, la paix, c'est pour avoir une paix longue et durable, il faut que celui qui a envahi l'Ukraine capitule. Mais il a économiquement aucun intérêt, si je vous écoute. C'est-à-dire qu'économiquement, Vladimir Poutine est affaibli. C'est une réalité. Il est dépendant de la Chine. La Russie aujourd'hui est devenue une vassale de la Chine, et elle est devenue surdépendante des industries de défense et puis justement des exportations qui lui restent sur le pétrole. Et je rajoute un dernier point qui est important. Hier, une réunion très importante a eu lieu entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et Lindsey Graham, donc le sénateur américain qui porte au Congrès justement des sanctions bipartisanes sur le pétrole russe et sur les énergies fossiles, y compris sur les acheteurs secondaires. Et donc les Européens préparent un paquet de sanctions supplémentaires pour redescendre le prix du pétrole. Parce qu'aujourd'hui, il y a un cap qui est situé à $60 pour les achats de pétrole. Et donc l'idée, c'est d'assécher davantage les rentrées de... Et les Américains sont d'accord. Et Lindsey Graham, justement, travaille aussi sur un paquet de sanctions qui a, au niveau donc, du Sénat, 81 voix sur 100. Donc, c'est un paquet de sanctions bipartisan qui cible également les acheteurs, donc comme la Chine et l'Inde. Donc, c'est des sanctions, y compris au niveau secondaire, c'est-à-dire des sanctions qui sanctionneraient les acheteurs du deuxième niveau. Du deuxième niveau.